en tant que chef de mission éducation et développement durable, nous sommes très heureux d'intervenir à la journée académique de la pédagogie. Sont présents à nos côtés Madame Adeline Franz, proviseure adjointe du lycée polyvalent Montmajour à Arles, Madame Katia Nico, référente éducation et développement durable du réseau Marseille Étoile, Monsieur Q. Reverberi, éco-délégué au lycée Auguste et Louis Lumière, et Monsieur Jean-Claude Comte, conseiller principal d'éducation dans le même établissement, donc ici à La Ciotat. Nous les remercions vivement d'avoir accepté d'échanger autour de la question de la mise en œuvre de l'éducation au développement durable sur un territoire. En réalité, nous aurions pu employer le mot territoire au pluriel, car nous allons interroger cette action sur plusieurs territoires de l'Académie. Nous vous proposons une vision multiscalaire, c'est-à-dire que nous allons débuter avec quelques changements d'échelle, un plan large, l'Académie, puis le réseau, l'établissement, la classe. Pour poursuivre, il est quand même nécessaire de préciser ce que c'est que l'éducation au développement durable et de s'interroger sur la démarche éducation-développement durable de territoire. L'éducation au développement durable, c'est d'abord une ambition, celle de former les futurs citoyens du monde, d'un monde complexe en transition écologique, sociale et économique. Nous œuvrons pour passer d'une prise de conscience à des défis à relever, à assurer leur compréhension afin d'en être en capacité d'agir individuellement et collectivement. Défis éducatifs, défis pédagogiques, puisqu'il s'agit d'enseigner la complexité. Cette éducation s'inscrit dans les 17 objectifs du développement durable, au 9e, et il est important de rappeler que c'est une éducation transversale qui repose sur des programmes d'enseignement qui intègrent ces questions disciplinairement, dans une logique d'interdisciplinarité portée par des pratiques innovantes, comme les approches participatives. Alors pour commencer, nous vous proposons de réfléchir à l'échelle de l'établissement à partir d'une réflexion concrète, à partir d'un diagnostic. Alors, on a essayé de synthétiser ce qui faisait véritablement le DD en établissement et nous avons dégagé plusieurs axes. Le premier point, c'est ce qui relève de l'empreinte de l'établissement en termes d'environnement à travers ses activités et ses acteurs. L'autre aspect relève des problématiques d'éducation, de voir comment est-ce que nous éduquons les enfants aux problématiques, aux enjeux d'environnement contemporain. Alors, si on regarde finalement ce qui se passe sur l'établissement, on peut s'intéresser aux flux qui traversent l'établissement. Nous allons avoir des flux d'énergie et de matière. On va s'intéresser à tout ce qui rentre du point de vue du fonctionnement, du transport, du numérique, qu'il s'agisse de l'établissement, mais aussi individuel, de l'ensemble des utilisateurs, aussi bien les élèves que le personnel de l'établissement. Pour ce qui est de la matière, on retrouve le même genre de choses. On va s'intéresser à tout ce qui peut rentrer, les consommables de l'établissement, mais aussi toute la nourriture, toute l'eau qui va rentrer dans l'établissement pour la restauration, pour tout le fonctionnement sanitaire, mais aussi tous les objets personnels que l'on fait rentrer dans l'établissement qui ont un coût environnemental et sur lequel on peut avoir une influence. On s'intéresse ensuite à tout ce qui peut ressortir de l'établissement, l'ensemble des déchets compostables, qui sont finalement peu importants en termes de volume, ce qui est recyclable et surtout tout ce qui est non recyclable. S'ajoute à ça tout ce qui relève des pertes et pollutions. Nous avons rajouté les pollutions lumineuses, même si elles sont peu importantes. On ne travaille pas encore la nuit dans nos établissements. Sonores, thermiques, chimiques, dont il faut tenir compte. Ensuite, on s'est intéressé à ce qui relève de l'empreinte sur le sol lui-même de l'établissement. Donc, on va avoir des problèmes d'imperméabilité des sols qui sont en voie d'être résolus dans certaines écoles depuis quelque temps où on désimperméabilise les cours d'école. On va avoir des problèmes d'albédo avec des asphaltes qui sont très sombres et qui renvoient énormément de chaleur. On va avoir des problématiques de barrage
dans un environnement qui vont bloquer la continuité de la biodiversité et sur lequel on peut réfléchir. On peut également s'intéresser à tout ce qui relève de la végétalisation de l'établissement, si possible la plus proche de la nature de la région dans laquelle on habite, son impact que cela peut avoir sur la température autour de l'établissement, on peut imaginer des îlots de fraîcheur, et ensuite tous les aspects qui relèvent de ce à quoi nous devons nous habituer à partir de maintenant, les problématiques d'atténuation et d'adaptation. Enfin, le dernier point relève de tout ce qui est éducatif. Qu'est-ce que nous souhaitons que nos enfants sachent en sortant de l'école? Et on voit que lorsque l'on cherche dans les programmes, à partir des programmes que l'on a qualifiés de reverdis de 2020 pour le collège, enfin pour les cycles 1, 2, 3 et 4 plus exactement, et également au lycée, on voit qu'il faut que nous puissions construire chez nos élèves des connaissances et une compréhension. Nous avons mis ces deux mots à chaque fois, parce que la connaissance seule est peu suffisante. Connaissance et compréhension sur des objets de physique et de chimie qui sont indispensables pour comprendre tout un tas de choses autour des flux, autour des processus météorologiques, par exemple. On va avoir la même chose sur les objets et process techniques, très importants, souvent très mal connus. Bonne connaissance de la biodiversité des écosystèmes, connaissance des mécanismes de l'évolution avec un lien vers la santé qui a été très prégnant ces dernières années. Et des points qui sont vraiment très importants, on sort du domaine scientifique, sur des compréhensions de l'histoire et de la géographie, pour comment ces réseaux, ces flux, l'organisation contribue ou pas à contribuer à une solution dans le développement durable. Et enfin, un point qui est très important, c'est connaître le système politique de notre pays, voire de l'Europe, pour comprendre quels sont les intervenants, les acteurs sur lesquels on peut agir ou auxquels on peut poser des questions, en tout cas, pour qu'un certain nombre d'évolutions puissent prendre place. Et nous avons rajouté 3 compétences qui n'apparaissent pas véritablement dans les compétences classiques, mais qui sont absolument fondamentales si on veut que nos élèves soient acteurs de cette évolution. Il faut que nos enfants soient inventifs. S'ils ne sont pas capables, si nous ne leur apprenons pas à inventer des choses, voilà, enfin, il faut que nous leur apprenions ça. Il faut également qu'ils soient capables d'esprit critique, d'analyser clairement la nature des informations et en évaluer le poids. Et enfin, point hyper important que l'on travaille à travers notamment les éco-délégués, par exemple, c'est la compétence, c'est une compétence de l'engagement, être capable de s'engager dans une action, dans un process. Et tout ça, finalement, peut se retrouver dans les 17 objectifs de développement durable qui ont été définis par l'ONU, qui sont ici en tout petit, mais vous les retrouverez partout. Et on voit que les différents points d'éducation sont systématiquement reliés à chacun de ces objectifs de développement durable. Vous avez une très jolie carte qui est faite par le CEREMA, qui permet, à partir d'un ODD, de retrouver tous les autres. Et on voit que l'ODD sur la qualité de l'enseignement est évidemment relié aux 16 autres. Alors, un mot pour dire que, donc, une fois que ce défi est posé, on voit bien qu'il repose sur la continuité et la progressivité des apprentissages. Donc, c'est véritablement le parcours de l'élève qui est au cœur de notre action. Alors, pour mener à bien notre action, nous sommes aidés par la circulaire du 24 septembre 2020 qui cadre une démarche de labellisation de territoire que l'on peut définir comme une démarche globale où écoles, établissements scolaires d'un même territoire, d'un territoire de proximité, vont porter donc un projet fondé sur cette continuité. Acteurs, enseignants, gestionnaires, maintenance, partenaires, alors partenaires collectivités territoriales, mais aussi partenaires associatifs, vont œuvrer dans ce projet de territoire. Alors, un petit point pour faire le lien avec le titre qui montrait, qui amenait vers la structuration de l'EDD dans l'académie. Nous avons expérimenté cette année une structuration de l'académie selon les 21 réseaux
qui découpe la carte de l'académie, avec l'idée d'implanter un référent EDD dans chaque réseau. Donc, nous verrons à l'issue de cette année quel est le bilan de cette expérimentation et voir comment éventuellement le faire évoluer. Alors, je me tourne maintenant vers nos invités. Donc, Madame Nico, qui est référente du réseau Étoile, et Madame Franz, proviseure adjointe sur le réseau Camargue. Et la première question serait de savoir déjà comment vous mettez en œuvre cette politique d'EDD sur votre territoire. Oui, alors nous, donc du coup avec Madame Franz et moi-même, nous travaillons au niveau de 2 réseaux qui sont sensiblement identiques, c'est-à-dire de taille identique, à une centaine d'établissements, 10 collèges, 4 ou 5 lycées et environ 80 écoles. Mais ce qui nous paraît intéressant, c'est que cette mise en place d'un travail au niveau du réseau, donc entre établissements, se construit progressivement par stade. Donc le réseau Étoile, donc celui dont j'ai été nommée référente cette année, en est à sa première année un travail en réseau, alors que le réseau Camargue, lui, a déjà plusieurs années de travail derrière lui. Et donc ça peut être intéressant de comparer cette évolution. Alors sur le réseau Étoile, si on prend comme critère justement la labellisation établissement, puisque jusqu'à l'année dernière il n'existait que une labellisation établissement, très peu d'établissements sont justement labellisés, mais ils le sont depuis de nombreuses années. Donc ils sont au niveau 2, niveau 3, donc ce sont des équipes stables, engagées depuis longtemps dans des projets qui déploient l'éducation et le développement durable à l'échelle de l'établissement entier. Et donc, mon travail en tant que référente réseau, ça a été cette année, c'est de faire un diagnostic de ce qui peut se passer au niveau des établissements, de voir comment est-ce qu'on peut les aider. Et le premier constat a été de voir que ces établissements engagés depuis longtemps commençaient à s'essouffler. Ils ont l'impression chaque année de refaire un peu les mêmes choses, même s'ils changent de thème et que les ODD les aident, puisqu'ils essayent justement de pointer tel ou tel ODD chaque année. Mais le travail reposant souvent sur le référent établissement, ils ont cette impression de s'essouffler. Donc, notre objectif de cette année, c'est justement de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble, mutualiser des ressources, par exemple, et d'aller voir dans les autres établissements dont nous ne savions que peu de choses finalement, ce qui se fait. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives locales, et en particulier dans les écoles. Donc voilà, le travail de cette année, c'est celui-là. Et au final, donc on n'est que fin mars, mais on voit déjà un début, puisque 3 nouveaux établissements candidatent pour cette année. Alors on n'en est pas du tout au niveau de poser une labellisation territoire, mais les contacts sont pris, les référents se rencontrent, d'autres personnes non référentes se rajoutent. Et donc, cela se construit progressivement. Alors, pour poursuivre justement, comme disait Katia, c'est vrai qu'on a un peu plus d'ancienneté sur le travail mené au sein du réseau, puisque nous avons commencé en 2019 suite à un conseil pédagogique. Donc, à l'époque, la chef d'établissement du lycée Montmajour, Virginie Lédé, en fait, était coordinatrice du réseau. Et une réflexion s'est portée sur qu'est-ce qu'on pouvait faire au conseil pédagogique avec les inspecteurs du réseau et le deuxième coordinateur, Guillaume Rossi. Et donc, on s'est dit, travaillons sur l'EDD, puisque nous sommes plusieurs établissements à partir dans une labellisation sur la même année. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est de se dire qu'on a essayé de constituer les choses de la même façon qu'on le fait en établissement. C'est-à-dire, on a posé le diagnostic, tu en parlais, et on s'est dit que c'était essentiel. Donc, je travaillais avec Sébastien Ornez, qui était principal adjoint à Saint-Martin, et on a commencé à essayer d'avoir les informations de ce qui se faisait sur un réseau. Mais un réseau, c'est encore plus grand qu'un établissement. Donc, du coup, c'est un travail d'équipe. Autant vous dire qu'il faut solliciter tous les personnels d'encadrement et les réseaux qu'on peut avoir, les professeurs qu'on connaît, etc., pour savoir ce qui se fait. Une fois que le diagnostic a été posé, ça n'a pas été simple parce que c'était vraiment pendant la période Covid, on s'est dit, on va faire une première rencontre des éco-délégués. Et globalement, on avait pris 2-3 élèves qui étaient venus avec, à chaque fois, au minimum 1 ou 2 professeurs. Et on savait très bien qu'il n'y avait pas des référents EDD dans tous les établissements. Mais ce qui était intéressant, c'est que tout le monde se rencontre, discute. On a eu une conférence
superbe, parce qu'il faut savoir que quand vous avez des maternelles, des primaires, du collège, du lycée, du supérieur, il faut trouver le conférencier qui va convaincre tout le monde. Donc, il ne faut pas aller chercher quelqu'un qui est trop pointu sur certaines choses pour ne pas perdre tout le monde. Mais pour autant, il faut quand même de la qualité. Et puis, on s'est dit, on va aussi regarder les partenaires qu'on a sur le territoire. Et là aussi, c'était pas simple parce qu'on était tous partis un petit peu tout seuls, donc on n'avait pas forcément tous des partenaires en commun. Mais on s'est dit, c'est pas grave, on va garder l'identité de chacun, mais nous, ce qui compte pour nous, c'est l'échange. Donc on va constituer ces temps d'échange. Et une fois qu'on a constitué ces temps d'échange, on s'est dit aussi que maintenant, il fallait qu'on aille à une autre échelle. Et tout à l'heure, tu le disais, vous le disiez tous les deux, on s'est dit, voilà, il faut aussi qu'il y ait des professeurs référents de réseau. Et quand on travaille avec des professeurs référents, du coup aussi, ça veut dire qu'on identifie des gens et on rend très, très sérieux quelque chose qui est très, très important. Et donc, par cette thématique qui nous semble essentielle, on l'a tous constitué au sein du réseau et avec les coordonnateurs et les inspecteurs du réseau pour que ce soit vraiment un axe, en fait, de notre projet de réseau. Donc en fait, le projet de réseau détermine aussi ce qu'on souhaite faire sur un territoire. Et pour nous, c'était important parce que c'était avant tout la volonté des élèves. Et il faut savoir que c'est ça qui est intéressant, c'est quand les élèves sont vraiment à la fois acteurs, mais deviennent complètement auteurs des choses et sont source de propositions. Et je crois que globalement, on s'entend tous pour dire que sur ce territoire, en fait, les élèves sont entendus. Les élèves nous font remonter les choses et vont plus loin que ce que nous ferions si nous étions juste nous, les adultes, tout seuls. Alors, tu parlais justement des élèves. Nous allons laisser la parole à Monsieur Réverbéry, donc, qui est co-délégué à la Ciotat, justement. Alors, bonjour. Du coup, dans notre lycée, nous, on a mis en œuvre de faire une permaculture, donc planter des légumes et des fruits. Nous avons fait un dôme où il y a des poulets, sauf qu'on en a 3 qui sont mortes à cause d'un un renard, voilà. On a mis en œuvre des composts, donc pour les déchets de la cantine et les habitants du lycée, des containers de métal, des trappes à frelons, parce que sur le toit de nos lycées, nous avons 5 ruches pour les abeilles, des panneaux solaires, des détecteurs de mouvement dans les classes pour la lumière, des collecteurs de piles, de papier dans les salles, dans chaque salle. Et du coup, tout ce qui va être fait dans le lycée prochainement, ça sera le tri alimentaire dans la cantine, les plantes, plus d'arbres dans la cour, parce qu'on n'a pas beaucoup d'ombre, et donc continuer notre permaculture. Oui, pour compléter, donc le lycée Lumière est un établissement qui a déjà 50 ans. Il a été construit, ouvert en 1971. Il est évident que les normes de construction de l'époque ne sont plus du tout celles d'aujourd'hui. Donc, il a été rénové 2 fois. Une fois en 1995 avec effectivement l'installation il a été changé toutes les vitres, mettre du double vitrage, mettre des faux plafonds pour essayer d'abaisser la superficie des salles à chauffer. La rénovation aussi de tout ce qui est chauffage en individualisant les secteurs, parce qu'il y a des secteurs plus utilisés, des secteurs plus froids que d'autres et moins froids que d'autres, moins exposés au soleil. Donc c'était effectivement là en 1995 la première occasion de passer sur le développement durable. Et une deuxième rénovation dans les années 2010, là c'était plus sur la façade, donc aussi protection des murs, éclairage, effectivement, comme vous a dit Yakou, éclairage dans les salles qui s'allume et qui s'éteint, qui s'allume quand quelqu'un rentre dans une salle et qui s'éteint au bout d'un certain temps d'inactivité dans la salle. Il y a toujours de l'activité dans les salles de classe, donc il y a quand même une lumière qui est bien présente. Et puis le photovoltaïque qui est apparu aussi, puisque la région a été obligée, s'est donné l'obligation d'équiper dans les rénovations de panneaux photovoltaïques, ainsi qu'un nouveau gymnase avec aussi là
du photovoltaïque. Donc, ça nous rend autonomes, une grande partie d'autonomie sur les frais d'électricité. Donc, c'était un grand pas. Et donc, ça en est suivi effectivement par rapport aux équipes, d'abord les équipes de direction qui ont pris le trait en marche concernant l'éducation au développement durable, et puis par les professeurs, le référent qui est ici, Sébastien Cano, qui est présent autour de nous, qui s'occupe de effectivement gérer un petit peu tout ça. Et je dois signaler aussi, avant tout, la présence de la section Freinet, qui travaille effectivement de très près, comme aurait pu le faire Célestin Freinet, sur la nature, et qui travaille donc sur tout ce qui est permaculture. Par exemple, la géode qui a été construite pour accueillir les poules, c'est un projet mathématique, dessiné et puis après fabriqué, monté. Voilà, donc c'est un lien, il y a un lien forcément. Et puis après, il y a tout ce qui est gestion de ce petit parc. Alors, on le verra un peu plus tard sur les difficultés, mais effectivement des difficultés que nous avons rencontrées avec le Covid, comme tout le monde. On n'a pas été plus exposé que d'autres, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Alors, premier point, je voulais revenir sur ce que tu disais, Jean-Claude, sur ce caractère intégrateur que peuvent avoir les projets EDD. Effectivement, et c'est écrit dans les programmes, mais on le vit peut-être pas suffisamment. Il y a largement de quoi faire vivre toutes les disciplines au travers de projets dans l'établissement, vraiment de fond sur le développement durable. Alors, vous nous avez présenté tout à l'heure beaucoup d'actions qui sont menées sur l'établissement. Est-ce que vous avez rencontré des freins sur le développement de certaines actions, des choses dont vous aviez envie que vous n'avez pas pu faire? Alors, oui, on a trouvé beaucoup de difficultés donc, par rapport au Covid, parce que nous avions planté des légumes, etc., dans notre permaculture. Sauf que le soir même, du coup, on a eu le confinement. Après, il y a aussi la main-d'œuvre, parce que pas tous les professeurs participent. Certains élèves non plus ont d'autres choses à faire. Par exemple, il y a quand même le bac à la fin de l'année, etc. Et après, je crois que c'est tout. Vous pointez un fait qui est rappelé par beaucoup d'élèves, c'est qu'effectivement, les temps qui sont consacrés à l'EDD sont forcément des temps hors classe, et qui est une problématique dont nous devons tenir compte et à laquelle nous devons pouvoir apporter des solutions à terme. Mais peut-être que, Monsieur Comte, vous avez des idées comme CPE sur comment améliorer les choses. Alors, effectivement, au lycée, donc je suis aussi référent vie lycéenne, donc je coordonne tout ce qui est initiative des élèves, soit par le conseil de vie lycéen de l'établissement, soit les éco-délégués, et aussi de la maison des lycéens qui sont des élèves engagés, qui sont prêts à partir sur des projets, y compris sur des projets de collecte pour des situations de difficulté. Voilà. Donc, mais effectivement, le fait que les élèves s'emparent de cette problématique nous montre d'abord que on doit les suivre, on doit les aider, on doit les assister, et il faut effectivement faciliter au mieux tous ces projets. Il y a un des obstacles, c'est les frais, le financier. Un projet, ça coûte. Un projet, ça se monte. On fait appel à des partenaires. Donc nous avons la chance d'avoir un partenaire local qui est l'Atelier Bleu, avec un programme Calypso qui nous a permis, avec les éco-délégués, de faire de la formation, de nettoyer les plages de la Ciotat à certains moments. Donc ça, c'est des projets peu coûtants, mais d'abord, les élèves sont intéressés et ils valorisent ces projets-là parce que ce sont des choses que l'on peut faire très simplement. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, il y a le coût financier, effectivement. On est aidé, et je dois saluer l'apport des élus au conseil académique de la vie lycéenne, qui lance un projet chaque année sur l'EDD, lié à l'EDD, qui nous permet, nous, établissements, d'envoyer des demandes, de formuler des demandes avec un projet bien précis. Le dernier, c'était les jardins de lumière. Kou vous a parlé effectivement de boiser la cour du lycée qui manque d'ombre, de fleurir les allées du lycée. Tout ça, c'est effectivement, ça va être possible grâce à ces appels à projets. Voilà. Donc, il y a aussi les appels à projets du conseil régional via le Parlement régional de la jeunesse, qui met en place aussi des appels à projets qui financent. Voilà. On est obligé d'être effectivement à l'affût de ces propositions, mais ça demande après sur le terrain effectivement un travail de prospective et un travail d'aménagement qu'il faut aussi
négocier auprès du chef d'établissement, parce que c'est aussi ça part du chef d'établissement que de pouvoir valider de tels projets. Mesdames, sur cette thématique des difficultés ou des freins à mettre en œuvre cette éducation au développement durable et vos projets? Oui, alors à une autre échelle, donc l'échelle du réseau, on va en fait retrouver les mêmes freins, c'est-à-dire la difficulté à se dégager du temps pour se rencontrer, pour discuter, pour créer effectivement des projets. Donc, alors, au niveau du réseau Étoile, cette année, ça a été effectivement uniquement de travailler entre adultes, entre référents établissements. Et c'est là aussi très, très difficile d'arriver à réunir les personnes. Donc, le Covid, effectivement, est passé par là. Il nous oblige, et c'est normal, à être le plus présent possible dans nos établissements respectifs. Et demander du temps en dehors de nos heures établissement, c'est très compliqué de motiver les enseignants, faut bien le dire, et de le faire sur leurs heures de cours. Donc c'est compliqué aussi pour eux de renoncer à des heures de cours ou même d'avoir l'autorisation de leur chef d'établissement. Donc pour donner un exemple concret, en début du mois, on a organisé une réunion de il y avait 10 référents qui étaient invités pour se rencontrer en présentiel, puisqu'on avait vraiment du mal à avancer uniquement en visio. Et sur les 10, 7 se sont déplacés, 3 n'ont pas eu l'autorisation pour raison de service. Il fallait qu'ils assurent leurs heures de cours. Et nous avions invité aussi des enseignantes du premier degré, et aucun ne sont venus, puisqu'il n'y a pas de remplacement possible, donc ils ne pouvaient pas évidemment abandonner leur classe. Donc, depuis le début de l'année, nous n'avons pas réussi à organiser une seule réunion interdegré. Alors, juste pour compléter, parce qu'on va se passer mutuellement la parole, étant donné qu'on a des points en commun, forcément, c'est sûr que le temps nous a manqué. Après, je pense qu'il est essentiel, et tu le disais très bien aussi, c'est que ce soit un engagement commun à tous. Parce que c'est sûr que si les personnels d'encadrement ne sont pas partie prenante, ça ne marche pas. Et moi, je le vois au sein même de l'établissement, puisque nous sommes 3, et sans l'avis de mon chef, qui est le proviseur, et de mon collègue proviseur adjoint, on n'aurait pas le même investissement, puisque c'est essentiel à un moment donné qu'on se fédère tous autour. Ça, c'est la première chose. Après, je pense que sur le réseau aussi, quand je parlais que ce soit vraiment partagé et que ce soit écrit, c'est qu'on a besoin de cette continuité-là, étant donné que personnel de direction, on est amené à muter, donc on est amené à partir. Les inspecteurs, c'est la même chose, tout le monde bouge. L'idée, c'est que ça reste et que ça s'ancre sur le territoire, parce que ça vient du territoire. Et pour que ça vienne du territoire, à un moment donné, il faut que ce soit pas l'affaire de personne. Et tout à l'heure, je disais que j'ai commencé avec Sébastien Ornez, et actuellement, Sébastien Ornez, il est parti, il a muté, et Nathalie Ménard a pris la suite. Et je dis prendre la suite, mais c'est même pas prendre la suite, en fait, c'est réinvestir différemment les choses. Et globalement, c'est à chaque fois la même chose. Les coordonnateurs changent, etc. L'idée, c'est que tout le monde, sur le territoire, se mette d'accord en se disant, voilà, c'est notre priorité. Et je crois que gouvernementalement, pour les choses ont bougé. Clairement, tout le monde se dit que c'est une priorité. Il faut que ce soit la même pour nous. Et après, les freins se lèvent petit à petit. Alors, il faut être patient. Parce que le financement, faut être patient. Les choses se mettent petit à petit, mais en tout cas, elles avancent. Oui, alors du coup, pour continuer sur cette note d'optimisme, c'est sûr que on continue, on avance, et il y a des pistes, et en particulier justement des rencontres avec l'IEN du premier degré pour justement voir comment est-ce qu'on pourrait travailler avec les écoles. On a aussi créé un tribu, donc une plateforme collaborative entre personnels engagés sur l'EDD, qui nous permettra de continuer à travailler à distance entre 2 réunions, et surtout cette importance de mutualiser. Donc, je prendrai un exemple concret. Il y a quelques années, dans mon établissement, on a eu la chance, grâce au soutien du conseil départemental, de mettre en place un projet de diagnostic sur l'électricité. Et avec cette aide, on a créé tout un travail entre niveaux, cycle 3, cycle 4, beaucoup d'élèves engagés, et surtout, on avait réussi à mobiliser de nombreux enseignants de nombreuses disciplines, puisque le diagnostic électrique pouvait se travailler dans les cours de mathématiques, dans les cours de physique-chimie, par exemple, en géographie.
Et toutes ces ressources que nous avons pu créer entre enseignants et avec la gestionnaire de l'établissement, parce qu'elle a été aussi essentielle, toutes ces ressources créées, nous avons pu les mettre à disposition d'autres établissements qui seraient intéressés par la démarche. Et cet échange de pratiques, d'idées, de choses qu'on a testées et qui ont fonctionné, nous donne de l'optimisme. Et peut-être c'est là où en fait on parle de freins. Moi je bloque toujours un peu avec les freins parce que je cherche toujours les solutions pour ceux qui me connaissent, mais je pense qu'à un moment c'est toute l'idée de la table ronde. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on parle de frein, mais au final, moi, je dis souvent aux enseignants, il n'y a pas de frein du moment qu'on se met tous autour d'une table et qu'on cherche ensemble. Et tu parles de ça, c'est important. Je pense que ça amène beaucoup de créativité. On a des projets croisés, on a des projets qui allient l'éducation artistique et culturelle. On est aussi en même temps sur la citoyenneté. Tout à l'heure, tu présentais les ODD, mais je pense que quand on regarde tout ce qui se fait sur un territoire, on se rend compte en fait qu'on a tous des entrées différentes et qu'on cherche pas à uniformiser les choses parce que ce serait plutôt dramatique, je pense, parce que ce serait pas du tout adapté, mais au contraire, en les mettant en synergie ensemble, on a des belles choses qui se font. Et surtout, encore une fois, les élèves, en fait, c'est vraiment d'eux que ça vient, et l'organisation adulte, c'est autre chose. Quand des élèves arrivent en lycée, je me souviens il y a 3 ans, je racontais ça à midi, mais ils arrivent avec leur caddie, ils ont ramassé tous les déchets tout autour du lycée. Ils disent à la chef d'établissement et à son adjointe, écoutez, on va devant chez le maire, chez le maire, je veux pas. On leur explique devant la mairie, on se met devant et on veut sensibiliser les gens. Oui, alors ça commence par les gestes éco-responsables, les déchets, et puis ça va plus loin. Et puis après, tiens, ce serait bien si on avait des ruches. Ah oui, mais alors les ruches, attention. Oui, bon, on va chercher des solutions. C'est faisable. Le jardin, hop, c'est faisable. Et les réunions, c'est la même chose sur le réseau. Mais encore une fois, tu le disais très bien, moi je pense à notre IUN du premier degré, Laïla David, si elle n'est pas mise dans la boucle, à aucun moment on peut faire ces réunions-là, parce que on a besoin des directeurs qui sont déchargés, on a besoin des élèves, les chefs d'établissement qui ne sont pas sensibilisés, on n'aurait pas d'élèves, on n'aurait pas de professeurs. Et du coup, je crois que si on rentre par cette entrée de réseau, ce qui devient vraiment intéressant, c'est de garder en tête qu'en fait, on est juste des facilitateurs. Nous, on passe, eux, ils restent. C'est leur lieu de vie souvent. Je leur dis, c'est chez eux, que ce soit un collège, un lycée ou une école. Et c'est comment, à ce moment-là, on arrive à enlever les freins les uns des autres. Et le dernier, pour moi, point qui est vraiment essentiel, c'est la qualité du partenariat. Voilà. Bon, vous avez pointé finalement quelques difficultés et pas mal de solutions, mais je crois que vous l'avez abordé, la question du territoire, elle est essentielle. Des territoires, les ressources sont là, donc elles vont perdurer. Il faut simplement mettre en musique l'ensemble des acteurs du territoire autour de cette question. Alors, on va poursuivre et on va essayer de rêver. Et je vais vous demander finalement quels sont vos rêves, faire mieux vivre l'éducation et le développement durable. Et je vais m'adresser d'abord à M. Roverdi. Alors, du coup, pour ce qui serait sympa de faire dans notre établissement, qui ne pourra pas être fait maintenant, mais de se rapprocher d'une émission de CO2 à 0%. Comme ça, on pourrait faire aussi de la prévention, donc des élèves du lycée dans des collèges primaires, etc., pour sensibiliser là-dedans et pouvoir ramener d'autres établissements à faire comme nous. Alors moi, je serais plus axé sur l'engagement lycéen, et je penserais, moi, peut-être proposer que l'élève, alors je travaille en lycée, donc je raisonne en termes de lycée, les élèves ont 3 ans au moins à faire en lycée, seconde, première, terminale. Pourquoi ne pas leur proposer, dès leur entrée en seconde, de s'inscrire sur un parcours où on validerait un passeport de l'EDD, avec des actions à mener, petites, grandes, petites au début, plus grandes à la fin, mais où l'élève s'engageait sur les 3 années à alimenter ce passeport pour qu'il puisse effectivement sortir, que ça soit valorisé sur le post-bac, valorisé peut-être aussi sur le bac. Alors, puisque nous sommes dans les rêves, nous avons rêvé avec Canopé l'an dernier qu'on puisse créer des open badges pour les élèves, pour qu'ils puissent le valoriser dans leurs études supérieures et dans leurs premiers emplois.
Voilà. Donc peut-être qu'un jour, nous réussirons à mettre ce projet. En tant que CPE, c'est ce que je Juste privilégierais. pour le dire, c'est quand même qu'on a Parcoursup en ce moment, et moi j'y tiens tout le temps, je leur dis attention, éco-délégués, on valorise, tout ce qui est porté en citoyenneté, on valorise, et c'est là où on fait le lien aussi avec la citoyenneté. Et dans Parcoursup, même dans leur lettre de motivation, ils peuvent le mettre, parce que dans tous les cas, c'est un engagement qu'ils ont porté, et c'est un engagement qui va sans doute durer. Alors, c'est plutôt Kyo qui pourrait nous le dire, qui pourrait nous dire oui ou non, mais je pense que généralement, quand ils ont été sensibilisés, ils le sont pour toujours, et ils sensibiliseront les autres. Donc, Et puis il y a le grand oral. Dans le grand oral, on peut y rentrer des perspectives. Eh bien, bien sûr, quand on est sensibilisé dès le jeune âge à faire des actions comme ça, on est plus sensibilisé à continuer à faire des plus grands projets, etc. Donc, bien sûr, ça pourrait être une grande avancée pour nous. Oui, alors moi aussi, du coup, j'ai un rêve qui fallait la faire, qui rejoint complètement ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'au niveau du réseau, cette idée de passeport de l'élève dans l'engagement, mais pas seulement. Le DD, c'est un merveilleux moyen d'acquérir des connaissances, des compétences transversales. On est tous en train de travailler sur la construction du citoyen et de l'éco-citoyen. Et au niveau du réseau, comme justement on se refuse de faire de l'uniformité, c'est pas un projet dans un établissement qui se multiplierait à l'identique dans les autres établissements. Le rêve serait effectivement de construire ce parcours de l'élève de la maternelle jusqu'au même supérieur, puisque dans le réseau Étoile, nous avons le campus de Saint-Jérôme. Nous avons l'école centrale, par exemple, et pour avoir déjà travaillé, discuté, échangé avec eux aussi sont dans cette réflexion-là sur les métiers de la transition, sur l'engagement de l'élève, sur la bonification des élèves qui s'engagent. Donc il y a une piste là de création de ce parcours de l'élève qui est exceptionnelle. Non, tu évoquais le Parcoursup. Je viens de penser que certains collèges de l'académie ont fait rajouter une ligne dans le bulletin. Et c'est une excellente initiative parce que ça valorise les élèves qui s'engagent comme éco-délégués ou comme éco-élèves, tout simplement. Et ça, on peut le faire à tous les niveaux, en fait. Donc, c'est vraiment intéressant. Hein. Après, moi, mon rêve, il est beaucoup plus terre à terre. C'est que je me dis qu'à un moment donné, si on voulait sensibiliser plus facilement, ce serait des conventions en fait territoriales, comme on connaît par ailleurs. On en a en éducation artistique, etc. Sur un territoire où, en fait, à la taille d'une EPCI ou d'une communauté de communes, où à un moment donné, on a déjà des partenaires identifiés, parce qu'on sait qu'on les a. On a Graines, on en a. Mais que ce soit beaucoup plus facile pour les écoles, que ce soit beaucoup plus facile pour tout le monde, parce que un lycée, par exemple, c'est plus simple, j'ai envie de le dire, parce que je le vois, que ce soit sur les financements, que ce soit sur la recherche. Les écoles, c'est extrêmement difficile parfois parce que ça dépend de volonté municipale. Et un maire peut être d'accord, comme un autre ne peut pas l'être. Par contre, quand ça se décide à l'échelle d'une communauté de communes, il y a une mise en accord déjà territoriale. Et quand elle est déjà pilotée avec des gens qui font partie de l'éducation nationale, moi je sais que le projet qu'on a là actuellement ne serait pas le même si on n'avait pas été accompagné par les chefs de la mission académique, puisqu'à un moment donné, on est sûr de ne pas partir dans le mauvais sens. Parce que on peut très bien se dire, ben voilà, c'est très bien, et puis au final, on peut perdre les gens derrière nous. Et quand les choses sont déjà un petit peu avancées sur un territoire, on est sûr que ça va perdurer. Et quand on travaille pour l'école, mais en dehors de l'école, parce que c'est ce qu'on fait au quotidien. Les parents, en fait, les élèves rentrent chez eux, ils sensibilisent. Je me souviens d'une élève qui l'avait dit, je crois au Congrès mondial de nature, qui avait dit, mais mes parents, ils ont changé, mais complètement. Ils trient les déchets. Elle m'a dit, c'est pas grand-chose. Et puis on a acheté des terrains et on est en train de faire un jardin familial. Et ben c'est ça en fait. Et c'est que c'est pas ni Madame France, ni le lycée Montmajour, ni le réseau Camargue. C'est vraiment intégré sur le territoire et le réseau a contribué à ça, l'établissement a contribué à ça, etc. Et c'est identifié et ça restera. Et ça change les habitudes. Et je crois vraiment que si on arrivait à avoir quelque chose comme ça de partenaire identifié, parce qu'il faut savoir qu'on toque à notre porte, qu'on nous dit voilà, vous êtes en lycée, bonjour, on va vous offrir la labellisation. Moi, c'est m'arrivé la première année. J'ai dit non. Parce que là, à ce moment-là, on est très déconnecté de ce que les élèves ont vraiment envie. Et ça, vous le disiez très bien tout à l'heure en tant qu'élève, c'est que vous en avez plein des idées. Et vous vous dites, bah voilà, ça c'est chouette, on le fait, mais ça on aimerait le faire. Alors ça va peut-être possible maintenant, mais plus tard. Et puis encore plus tard. Voilà. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on reste sur ça et qu'à un moment donné, on ait aussi une facilitation qui soit vraiment de partage et qui nous rassure aussi parce qu'on n'est pas tous des spécialistes.
Et je crois que quand on a de l'expertise autour de soi, c'est rassurant. Alors peut-être un dernier point pour faire le lien avec les événements récents. Bon, il y a le dernier rapport du GIEC. Nous avons eu plusieurs conférences d'un représentant du GREC Sud, qui est un groupement de recherche locale, hein, qui témoigne des résultats du GIEC. Alors pour la Méditerranée, ça va être compliqué les années qui viennent, hein, parce que l'objectif 1,5 degré, on l'a déjà bien dépassé pour nos régions. Donc il y a des véritables enjeux. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu une manifestation d'élèves hier au niveau national pour leur implication. Et il est intéressant de voir que ce n'est pas de l'éco-anxiété que vivent nos élèves, mais de l'éco-immobilisme qu'ils sentent. C'est-à-dire qu'ils sentent que la société n'est pas prête à bouger avec eux ou à bouger réellement. Donc c'est sans doute là-dessus qu'il faut réussir à les accompagner. Et les exemples que nous avons choisis autour de nous aujourd'hui n'étaient pas choisis au hasard, sont des exemples de réussite. Et on voit que c'est possible de mettre en œuvre ces politiques-là au niveau de l'établissement et au niveau des réseaux. Juste pour ajouter, je pense qu'on parlait de ça, mais tout à l'heure, tu as évoqué la labellisation de territoire. Mais je pense que c'est ça, en fait. Il faudrait qu'on arrive à tous une labellisation de territoire sur tous les réseaux. Et comme ça, les élèves qui soient d'un réseau ou d'un autre, en fait, il y a déjà un travail qui est inscrit et visible. Parce que, quelque part, on en discutait ce matin avec des inspectrices, mais on rend visible les choses qui peuvent être parfois invisibles. On le rend au sein d'un établissement lorsqu'on fait une labellisation, parce qu'on est obligé de se poser, qu'on a un COPIL, un comité de pilotage, que derrière, on a aussi un rendu, qu'on produit, on a de l'écrit, il y a quelque chose qui se passe. De la même façon, on le fait au sein d'un réseau, donc on produit, on construit, etc. Et après, on se dit, bon, nous, nos petits territoires, on s'est dit, voilà, c'est fini. Moi, je vois, je suis au bout, on a l'académie d'à côté qui est vraiment à, je dirais, même pas... je crois que c'est même pas 10 km du lycée. Et à un moment donné, on est obligé de travailler les uns avec les autres. Donc, les personnels de direction, on le fait. Mais après, c'est ça, c'est à quel moment, en fait, on arrive à faire de l'inter-réseau pour que ça devienne vraiment intéressant. Puisque le but n'est pas, comme tu disais, d'uniformiser, mais vraiment d'identifier. Et une fois que ce sera identifié, pour les élèves, ce sera naturel. Juste avant, on a eu une petite conversation, parce que, ayant des origines différentes de par nos nationalités, il y a des pays où, en fait, c'est pas quelque chose qui est piloté, décidé, c'est vraiment, mais des petits, hop, c'est obligatoire. Tout le monde rentre dans cette démarche. Et en fait, si je crois que j'ai un rêve, c'est ça, en fait. C'est que tout le monde rentre dans la démarche, puisque c'est une démarche, en fait, tout simplement personnelle, mais qui doit être collective. Tu viens faire le lien, sans doute, avec la conférence de Samuel Cazeneuve qui va suivre, qui est parler de la politique nationale et aussi le lien à l'international. Alors, il me semble qu'il y avait un petit temps éventuellement d'échange, mais si... Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans le public là? Merci. En fait, dans le cadre de mon établissement, on a fait quelques petits projets de développement durable qui ont été légèrement ralentis par le Covid d'un point de vue pratique. Mais bon, ça nous a quand même permis de réfléchir. Mais en fait, surtout, en démarrant ça, on a fait le constat que j'avais déjà en tête depuis un moment, que en fait, quand on commence à lancer quelque chose et qu'on n'est pas déjà dans un réseau, on fait déjà des choses, mais en fait, on a l'impression de repartir à zéro à chaque fois. Par exemple, le b.a.-ba, si on faisait un compost. Ah oui, mais le compost, ça sent pas bon, ça fait des rats, gna gna, les freins et les solutions. Sauf que du coup, on a l'impression de repartir, de réinventer la poudre. Alors que quand même, il doit bien y avoir des établissements où c'est bon, c'est réglé, on a les solutions. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a obtenu un financement par le Parlement régional de la jeunesse. Et entre autres, on a développé un site internet dont l'objectif est de raconter les différentes histoires qui ont déjà été faites dans différents établissements. Alors, c'est sûr qu'un espace tribu, pour ceux qui sont vraiment déjà engagés dedans, c'est génial. Mais en termes de visibilité, moi, j'adorerais pouvoir lire ce qui s'est déjà passé dans d'autres établissements. Alors, on l'a appelé lycéco parce que c'est un financement de la région et qu'on est dans un lycée, mais en fait, pour tous les établissements, ce serait valable et pas seulement dans la région. Mais si déjà on arrivait à avoir un résumé des plus grands, alors l'objectif, c'est pas juste de refaire exactement la même chose partout, c'est pas ça, mais qu'au moins on reparte pas à zéro parce que c'est super décourageant, quoi. Alors,
nous, on s'est posé la question parce que quand on a eu le compost, on a tout eu, voilà. Au sein du lycée, déjà, j'ai un enseignant qui a une idée excellente, je pense, mais il nous a dit il faut qu'on ait une carte, parce qu'on a 4 hectares, qu'on ait une carte et que quelque part, à chaque fois qu'il y ait quelque chose, qu'on ait le compost, le jardin pédagogique, etc., hop, tout le monde est au courant. On rentre, on sait où on va, mais en même temps, on connaît les projets. Et la question de la trace écrite, comme je disais tout à l'heure, c'est important, c'est que ça permet de vraiment garder en mémoire. Parce que les gens aussi s'en vont, les enseignants aussi s'en vont. Et puis, si c'est qu'une ou deux petites volontés, au début, quand on a commencé, il y avait un professeur, j'en avais 3, pour être très, très clair. Et sur la CEP, enfin sur l'enseignement pro, j'en avais une donc sur l'enseignement pro, mais qu'on appelle général, et ensuite un enseignant du général. Les dernières réunions, ça nous arrivait d'être 40. On a même l'infirmière, le CPE, enfin, on a tout le monde qui est impliqué, le gestionnaire. Alors, l'intendant, c'est hyper important. Mon collègue serait content de m'entendre le dire, mais c'est vrai parce que derrière, même eux, ils lèvent des problématiques auxquelles nous, on ne pense pas. La sécurité, etc. Et en fait, ils lèvent aussi des problèmes en disant, mais en fait, on va trouver de la solution. Et quelque part, quand on s'est posé, on s'est dit qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, et on a fait des commissions qu'on a étiquetées, et on a la commission communication qui est faite que par des élèves, qui est donc accompagnée quand même par l'enseignant documentaliste et l'enseignant d'art appliqué, mais quelque part c'est eux qui font. Et la première fois qu'ils m'ont présenté le Padlet que les élèves ont fait, je pense que, enfin, je vous invite à le voir parce qu'on l'a sur le stand, mais c'est d'une qualité, mais moi, je suis une ancienne enseignante d'art plastique. Je peux vous dire que j'étais épatée. Je me dis, l'élève n'a jamais fait d'art. Enfin, elle en a fait au collège, mais voilà. Elle fait un travail remarquable. Sa camarade explique comment elle l'alimente. Ils sont bons sur Canva, ils connaissent, ils font, etc. Et après, on s'est posé la question de l'échelle du réseau. Encore une fois, la communication, elle est importante aussi au niveau du réseau. Et on s'est dit qu'en fait, on avait la possibilité d'avoir des espaces. Donc, on a un espace, en fait, sur le réseau qui est ouvert, où on peut aller voir les choses. Alors, c'est le webmaster qui alimente. Et puis après, il y a aussi l'espace académique. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est vraiment déjà autour de soi, de savoir ce qui se fait dans les écoles, les collèges et les lycées, d'où l'importance du diagnostic. Ensuite, de voir comment on peut le communiquer aux autres par des images très simples, en liste, etc. Nous, je pense que, je regarde, il y a la coordinatrice du réseau dans la salle depuis tout à l'heure, mais je pense qu'on le voit globalement. Et demain, n'importe qui peut reprendre la parole derrière nous parce qu'ils sont au courant de ce qui se fait. Et quelque part, c'est parce que c'est aussi écrit. Alors, ça demande du temps, ça demande des efforts parce qu'aussi, de mettre en forme, etc. Mais ça devient pertinent parce que ça reste comme une trace et on recommence pas de zéro. Et voilà, si on pouvait effectivement récupérer ces expériences-là et pour pouvoir ensuite les mettre sur le site. On retient l'idée, qu'on se voit. Madame Nivelle, parce que en fait, c'est vrai que ce travail-là de mise sur site qui est fait dans les établissements, c'est vrai que pour l'instant, n'est pas relayé sur notre site académique. Ça représente un gros travail, mais on garde l'idée en tête pour pouvoir le diffuser plus largement. C'est vrai que sans vouloir pomper l'intégralité d'un projet, aller s'inspirer de tout un tas d'idées est fondamental pour pouvoir aller plus vite. Oui. Oui. La question de la communication et la question des ressources, c'est c'est fondamental et c'est un des objets sur lesquels nous avons travaillé. Je crois que vous avez quelques Bien, nous avons une question à la table ici. Donc, la première question, c'est quelle a été la place des élèves dans le choix des projets développés au lycée Lumière? Ont-ils été impliqués dans leur élaboration? Alors, dans les projets, c'est souvent eux qui les proposent. Par exemple, pour le DOM, ça a été des élèves qui l'ont proposé, qui en ont discuté avec leur professeur, et ça s'est fait. Ils ont fait une demande, etc. Après, ça peut être fait par les professeurs aussi. Par exemple, l'appel à projet qui a été fait pour replanter des arbres pour de l'ombre, etc. C'est un professeur qui a fait la demande. Le projet permaculture est à 100% un projet élève qui est venu de l'élève, qui l'a proposé à ses professeurs et à ses collègues freinés. Alors effectivement, sur les 3 projets qui sont les abeilles, les ruches, le poulailler et la permaculture, c'est 100% élève. Voilà. Après, le reste, on n'oublie pas que
les décisions sont prises en conseil d'administration par un vote. Les élèves sont représentés à hauteur de 5 élèves qui siègent au conseil d'administration, qui sont élus CBL et qui donc participent, peuvent mettre leur veto ou apporter effectivement leur soutien. Le fait est que que les projets aient été votés, notamment par exemple sur l'achat on a acheté dernièrement un déshydrateur pour la demi-pension. C'était une demande du gestionnaire, mais ça a été validé en conseil d'administration, y compris par les élèves. Tout comme la desserte sélective où on pèse les déchets qui passent à la poubelle. Là aussi, c'est une proposition du gestionnaire, mais validée, effectivement, parce qu'il y a un intérêt derrière de pouvoir quantifier nos déchets. Voilà. Peut-être, Donc, juste pour, oui. parce que par rapport à ce qu'on avait déjà échangé, et je sais qu'il y a toujours beaucoup d'humilité des enseignants, mais à un moment donné, c'est sûr, nous, on se le dit en aparté, mais il faut forcément qu'il y ait des idées des élèves, mais il faut aussi des idées des enseignants, puisque le quotidien dans un lycée, c'est même les agents repèrent des choses, voient des choses, nous disent qu'il faut fonctionner. Mais après, ce qui est important, c'est que l'élève soit dedans, et à chaque fois, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous y êtes, en fait, complètement. Et ils ont demandé aussi en conseil d'administration, les élèves, à l'origine des viandes, l'origine des légumes. Et effectivement, depuis, nous sommes à un circuit court plus prononcé donc sur tous ces achats-là. Donc là, il n'y a pas eu de vote, mais il y a eu une idée qui a été émise en conseil d'administration par essentiellement un élève qui était très sensibilisé au développement durable. Une question sur l'aspect formation. Donc, quelle formation est proposée aux équipes enseignantes qui sont engagées dans de tels projets pour faire évoluer leur pratique pédagogique? Comme tu veux. Au contraire, Donc, au niveau académique, il existe un groupe de formateurs académiques, donc constitué d'enseignants, mais aussi de CPE, gestionnaires, des enseignants de toute discipline. Hein. Enfin, on y est assez attaché. Et ce groupe, justement, se réunit régulièrement pour créer des ressources, déjà, pour transmettre sur le site académique EDD, par exemple, mais aussi propose des formations. Donc, des formations qui sont au PAF et des formations établissements. Donc, on a chaque année une dizaine, à peu près, hein, c'est ça, une dizaine d'établissements qui soit veulent rentrer dans la démarche et qui, du coup, sollicitent le groupe académique de formation pour les aider à rentrer dans cette démarche. Souvent, ce sont des établissements qui font déjà des choses, mais qui n'arrivent pas à les coordonner ou voilà, qui veulent se perfectionner dans leur pratique. Et nous avons aussi des établissements déjà engagés, mais qui souhaitent aller plus loin. Parce qu'il y a un frein de dire on fait des projets, mais comment est-ce qu'on les rend plus globaux, plus organisés? Comment est-ce qu'on sort de l'établissement pour s'ancrer justement dans le territoire? Comment travailler avec nos partenaires extérieurs? Et là, le groupe de formation, on est là pour ça. Je voulais rajouter juste une chose qui est essentielle, c'est que cet accompagnement se fait dans le cadre de la labellisation. Si l'établissement ne demande pas à être labellisé, ce sera plus compliqué de l'accompagner. Voilà. Il nous reste à vous remercier tous d'avoir participé à cette table ronde qui, j'espère, aura enrichi les idées de ceux qui nous ont écoutés cet après-midi.